Ce que vous allez regarder dans cette vidéo va certainement vous choquer. Je m'appelle Mr. A, Raoul Étoile Bleue, et si c'est votre première fois, n'hésitez surtout pas de vous abonner. Si une simple manifestation, si une simple grève peut entraîner ce que vous allez regarder dans cette vidéo, préparez-vous pour les élections présidentielles de 2025. Voici la vidéo pour vous et on se capte à la fin. C'est lorsqu'ils sont arrivés à la maison. Ils ont frappé à la porte, mais non, moi, il n'y a pas entendu. Donc, ils ont tapé à la fenêtre là. J'ai pas entendu aussi. Donc, ils ont fait sortir les mains. Et puis, ils m'ont dit c'est la police. Maintenant, je suis paniquée. Donc, je suis rentrée dans la chambre. Je suis partie dire ah, papa, c'est la police. Maintenant, il y avait peur qu'ils attrapent mon papa. Donc, j'ai fermé la porte de la chambre. Ils ont défoncé la porte du salon. Là, ils ont défoncé. Donc, ils étaient venus en civil. Maintenant, Maintenant, il y avait un qui était masqué. Il avait porté un t-shirt en treillis. Et puis, il avait une arme ici, comme ça. Maintenant, les autres, là, ils ont défoncé cette porte-là aussi. Et puis, ils sont rentrés. Ils ont dit, mon papa n'a qu'à se lever. Il s'est habillé. Maintenant, ils ont dit, il n'a qu'à prendre sa puce et sa carte d'identité. Maintenant, il a pris sa carte là. Ma maman là a dit, vous pouvez me montrer votre carte s'il vous plaît. Ils ont renversé la carte. Ils n'ont pas bien montré. Maintenant, ma maman leur a dit, pourquoi vous renversez la carte là? Il a dit, tu veux lire mon nom ou bien? Et puis, il a remis ça dans sa poche. Ils sont partis avec mon papa. Et puis, après, ils sont revenus une seconde fois. Ils sont venus prendre les fiches de MEDD et puis le téléphone de ma maman ainsi que mon téléphone. Et puis, on voulait sortir. Ils nous ont dit de ne pas sortir. Ils ont dit que si on sort, ils vont tirer sur nous. Donc, on était effrayés. Et puis, la maison était saccagée. Et puis, après, mon papa pour partir. Crispation politique qui est en train de naître et vous-même vous en avez fait écho. Est-ce que vous êtes aujourd'hui à même de dire aux Ivoiriens que quelles que soient les difficultés qui se présenteront, vous aurez recours à la loi et rien qu'à la loi en tant que PPACI? Là, je parle du parti politique. Très bien. Oui, mais enfin, c'est ce que nous disons tout le temps. Nous sommes des démocrates convaincus d'Allah. Voilà. Et je l'ai dit, c'est l'état des droits. L'état des droits, c'est un état où tous les citoyens sont soumis à la loi, à l'autorité de la loi. Mais au sein des citoyens, ceux même qui doivent donner le plus l'exemple, ce sont les responsables, ceux qui incarnent l'État, les garants de l'État. C'est eux qui doivent être les premiers à montrer l'exemple et à se soumettre à la loi. Malheureusement, cela n'est pas fait. Et c'est ça qui est dommage. Voilà. Sinon, en ce qui nous concerne, nous avons toujours eu recours à la loi. En ce moment précis, non. Vous n'avez pas recours à la loi à ce moment précis-là? Non, justement là, on n'est plus dans la loi. On n'était plus dans la loi. La loi était en train d'être bafouée. Et c'est justement ce que nous sommes venus démontrer. Que, attention, hier, tu as bafoué la loi. Aujourd'hui encore, tu es dans une situation de récidive. Lève-toi, camarade, chers collègues, pour que nous allions vérifier ce que nous avons fait. Parce que ça n'est pas en conformité avec la loi. Voilà. Malheureusement, il s'est entêté. Donc, on est sorti du champ de la loi. C'est pourquoi il dit quand on ne respecte pas la loi, ça donne le champ libre à toutes sortes de dérives. Voilà. Donc, il fallait qu'on puisse le stopper d'une manière ou d'une autre pour ne pas que la loi soit chose de, pour ne pas que pour que tout le monde se rende compte que nul n'est au-dessus de la loi. Y compris l'opposition. Évidemment, évidemment. Marius, après vous avez réagi, question. Alors, dans le cadre donc du respect de la loi, vous le disiez, et nous en sommes très heureux en tant que membre moi-même de la société civile, parce que effectivement la loi, elle est l'instrument qui devrait naturellement caractériser le fonctionnement d'une république. Cela dit, vous n'ignorez pas non plus que le président Laurent Gbagbo a été frappé par justement une décision de justice.
au niveau national qui l'empêche donc d'être éligible en Côte d'Ivoire. À votre humble avis et avec toutes les démarches que vous avez entreprises, jusqu'à ce jour, son nom n'a pas été encore inscrit sur la liste électorale. Au cas où véritablement et à la fin du processus, du contentieux qui a cours en ce moment, si son nom n'est pas sur la liste, que ferez-vous? D'abord, vous parlez du président Laurent Gbagbo qui a été frappé par une décision de justice. Et vous avez longuement parlé du respect de la loi. Bien sûr. Je voulais vous prendre au mot. D'accord. Est-ce que dans le cadre du processus, de la procédure judiciaire, à la suite de laquelle le président Laurent Gbagbo a été condamné, est-ce que dans ce cadre, la loi a été respectée? Est-ce que le président Laurent Gbagbo, ancien chef d'État, qui n'a pas le droit d'être jugé devant une compétence et devant une juridiction ordinaire, ce qui a été le cas, est-ce que la loi a été respectée? Selon les juges, en tout cas, ils ont estimé avoir dit le droit. Non, malheureusement. Vous dites non? Non, parce que le président Laurent Gbagbo a un statut bien précis en Côte d'Ivoire. Voilà. Il est ancien chef d'État et on ne le juge pas devant n'importe quelle instance. On le juge devant une instance spécialement constituée, la Haute Cour. Elle n'était pas encore en place, elle n'a pas été mise en place. Et on a envoyé Laurent Gbagbo devant une juridiction ordinaire. Si on respectait la loi, le juge devant lequel l'affaire a été déférée aurait dû se déclarer incompétent au regard de la loi. Mais ils ont jugé Laurent Gbagbo. Il a jugé Laurent Gbagbo. Mais à partir du moment où la loi est violée, cher ami, que voulez-vous que nous respectons une loi qui est fondée sur une violation de la loi? Très bien. Élisée, question. Et donc, pour nous, voilà, nous ne reconnaissons pas cette condamnation. Nous ne la reconnaissons pas. Et c'est pourquoi d'ailleurs, quand le président Laurent Gbagbo a fait l'objet de grâce, ça ne nous a pas émus, la grâce présidentielle. Donc, c'est pourquoi nous sommes en train d'insister pour que le président Laurent Gbagbo soit remis purement et simplement sur la liste électorale. Très bien. Ce serait réparer une injustice. Très bien, on va prendre la parole à Élisée, je regarde le temps. Élisée, allez-y, question ou commentaire? D'accord, juste un petit commentaire avant la question. Je note avec tout le monde sur le plateau ici que M. Damana Picasse estime que ce qu'il a fait en 2010, à l'entendre dans ses propos, si ça devait être dans le même contexte, il referait la même chose. Parce qu'il n'y a aucun mea culpa, il n'y a aucun regret. Donc ça veut dire, si on était dans le même contexte, il referait la même chose. Je prends vraiment le monde à témoin sur la question. Mais je veux revenir à ma question, sur la question même du respect de la loi. M. Picasse, êtes-vous en train de nous dire que si un citoyen ordinaire estime quelque part que ces lois ne sont pas respectées, il peut s'arroger le droit de faire respecter ses droits par n'importe quel moyen? Est-ce que c'est ce que vous êtes en train de nous dire? Parce que je sais que dans un État, quand on estime que la loi n'a pas été en notre faveur ou bien n'a pas été dite en notre faveur, il y a des moyens de recours. Est-ce que vous êtes en train de nous dire aujourd'hui que malgré que vous, étant très enclin à la démocratie, êtes en train de nous dire que dès l'instant que la loi, vous estimez, n'est pas en votre faveur, vous donnez tous les moyens de pouvoir, je vais dire, régler la situation selon votre entendement. Je veux bien qu'on se comprenne. Je vois ce que vous voulez dire. Je vois ce que vous voulez dire. Je prends l'exemple de l'espèce. Dans le cas d'espèce, la procédure elle a continué, le recours a continué, puisque après, l'affaire a été déférée devant le Conseil constitutionnel. Le Conseil constitutionnel ivoirien a rendu une décision, un arrêt, qui a déclaré Laurent Gbagbo vainqueur. Mais est-ce que cet arrêt a été respecté? Est-ce que cet arrêt a été respecté? L'arrêt qui déclare Laurent Gbagbo vainqueur du processus électoral, il n'a pas été respecté. Est-ce que vous comprenez? C'est pour répondre à votre... Effectivement, il existait des voies de recours. Mais on savait dans quel processus on était engagé. On savait la réaction des acteurs en jeu. Et c'est par anticipation que ça s'est arrivé. Très bien, Élisée? Oui, moi j'ai juste une petite relance. Je pense qu'il faut qu'on est face aux Ivoiriens, il faut qu'on dise ce qui est. C'est vrai que le Conseil constitutionnel a donné un arrêt, vous dites que ça n'a pas été respecté. Mais je sais que les acteurs politiques, vu que c'était une élection de sortie de crise, s'étaient mis sous le joug
d'une certification. Qu'est-ce que la certification a dit? Est-ce que ce que la certification a dit, vous l'avez respecté aussi? Certification, on va rappeler les faits. La certification des Nations Unies par M. Choi, qui était le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU. Sur laquelle se mettent d'accord tous les acteurs. Sur laquelle tous les acteurs s'étaient mis d'accord. Est-ce que aussi cette certification on va le laisser a-t-elle répondre, été respectée? et puis on va passer à Barry. Vous parlez à un ancien responsable de la commission électorale indépendante. Voilà. Et qui sait toutes ces choses. Est-ce que vous savez ce que c'est que la certification? Le mandat de la certification. La certification n'avait pas vocation à se mettre au-dessus des institutions de l'État. Non. Tous les accords que nous avons signés, que le président Laurent Gbagbo a signés dans le cadre de la sortie de crise, respectaient la souveraineté de ce pays. C'est quoi le rôle de la certification? J'en viens. Et donc, la certification là, consistait simplement à vérifier la conformité du processus électoral avec la loi. Okay. C'est tout. C'est-à-dire, par exemple, est-ce que les candidats ont eu un passage équitable devant les médias? Parce que c'est fait comme ça pendant les campagnes. Est-ce que le scrutin s'est déroulé en toute sécurité, en toute quiétude, en toute intégrité? Voilà. Et quel est le verdict de la certification là-dessus, sur ces points? Il termine et puis vous avez la parole. Laissez-moi terminer. Est-ce que le processus électoral s'est déroulé normalement au regard des règles en vigueur? C'est tout. À partir du moment où le processus électoral, ça s'est passé normalement, le représentant spécial des Nations Unies dit que bon, ce sont des élections certifiées. C'est tout. Voici ce que signifie la certification. La certification ne voulait pas dire que le représentant des Nations Unies est au-dessus du Conseil constitutionnel. Voilà. Donc, si vous avez une relance et on passe à Barry. Oui, j'ai une relance. Je ne peux pas me taire devant ça. Et je suis d'accord, je prends même son mot, que voilà le rôle de la certification, dit que les élections se sont déroulées dans les conditions telles que se sont bien déroulées. Je dis donc quel a été le verdict de la certification sur le déroulement du scrutin. Parce qu'on sait que l'arrêt du Conseil constitutionnel s'est basé sur le fait que le scrutin ne se serait pas déroulé dans les conditions idoines dans des départements du pays et a annulé 7 départements avant de donner le verdict final. La certification sur laquelle vous et vos adversaires, vous étiez entendus, disaient qu'il faut qu'on vérifie si l'élection s'est déroulée. Quel a été donc le verdict de cette certification-là, de cette élection? Oui, mais c'est pourquoi j'ai dit... En ce qui concerne le processus, voilà, le Conseil constitutionnel n'est soumis à aucune autre autorité. Non, je suis d'accord avec vous. Voilà. Donc le Conseil constitutionnel a rendu l'arrêt. Et la décision. Non, c'est-à-dire que... Il a posé une question. Oui. Sa question, c'est il demandait si je le suis bien. Le Conseil constitutionnel est au-dessus. Je n'en disconviens pas avec vous. C'est cela. Voilà. Oui. Pour moi, je veux savoir la certification sur laquelle vous êtes entendu, a donné quoi comme verdict? Son verdict, c'était quoi? Pour la certification, les élections se sont globalement bien déroulées. Okay. Pour la certification. Et pour vous? Pour nous, non. Très bien. Pour nous, non. Ça a tout été sauf une élection transparente, une élection démocratique. C'est ce qui vous a poussé donc à annuler 7 régions à l'époque, c'est cela? Quoi ça? 7 régions avaient été annulées. C'est le Conseil. 7 départements. 7 départements, pardon. Oui. Mais madame, ce qui s'est passé dans ces départements, voilà, c'est passé au vu et au su de tout le monde. Vous avez vu des urnes être bourrées, de bourrage d'urnes. Vous avez vu des résultats des bureaux de vote où il y a plus de votants que d'inscrits. Où certains candidats ont eu des voix qui sont au-dessus du nombre d'inscrits. Et dans le mode opératoire, une telle situation entraîne la nullité du scrutin. Voilà. Donc on a fait, le Conseil constitutionnel n'a fait que suivre la loi. Et pourquoi donc n'a-t-il pas annulé le scrutin? S'il vous plaît, ça, c'est au Conseil constitutionnel qu'il faut demander. On va passer la parole à Barry, parce que pour que tout le monde puisse parler. Et puis revenir faire un tour de table. Monsieur Picasse, on va passer de 2010 à 2025. Nous sommes dans un contexte électoral. Le PPACI, votre parti, à l'époque, c'était le FPI. Vous êtes passé du FPI au PPACI. Aujourd'hui, globalement, vous, en tant que deuxième vice-président du Conseil stratégique et politique, comment se porte votre parti? Et deuxième question, on sait tous que le président Laurent Gbagbo n'est pas sur la liste électorale et probablement il risque d'être frappé par l'inéligibilité. Alors, est-ce qu'au niveau du PPACI, vous avez un plan B, voire un plan C, au cas où le Conseil constitutionnel rendrait un verdict défavorable? Très bien. Merci. Le parti se porte bien. C'est un parti qui se porte bien. Un parti ne vaut que par, je dirais, la mobilisation
de ses militants. Et lorsque nous faisons nos activités, les militants répondent bien. Voilà, donc tous les organes, les commissions du parti fonctionnent normalement. Donc c'est un parti qui appuyons sur eux. Voilà. Et donc c'est pourquoi nous ne comprenons pas cette volonté manifeste de vouloir exclure une opinion aussi importante dans la compétition électorale en 2010. Vous parlez de l'exclusion du président Laurent Gbagbo. Si vous aviez un plan B, si toutefois la chose restait en l'état. Vous parlez non, mais la question de Laurent Gbagbo ne s'analyse pas en plan B. Non. C'est au-dessus de ça. Voilà. La question de Laurent Gbagbo pose la problématique, je l'ai dit et je le répète encore, de l'état des droits, du respect de la loi. Vous voyez, voilà. Et tant qu'on ne respecte pas la loi, ça sera difficile qu'on se comprenne. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire quoi, ça sera difficile, monsieur On parle du même Conseil constitutionnel que vous aviez, on va le laisser, avec lequel vous étiez d'accord et qui peut, étant donné que c'est une institution qui continue, redonner un même arrêt que vous respecteriez. On parle de ce même Conseil constitutionnel de 2010. C'est de ce même Conseil constitutionnel dont parle notre ami Barry, avec une décision qui pourrait, je ne dis pas que ce sera le cas, rendre la présence de M. Laurent Gbagbo hypothétique, qui pourrait être absent mais vous qui êtes sur ce plateau, qu'est-ce que vous pensez de la condamnation du président Laurent Gbagbo? Non, c'est pas vous, la question. Est-ce que c'est la question? Non, oui, on est ensemble. Parce que on parle de la Côte d'Ivoire. On aimerait vous écouter justement. La question de Barry, il y a deux axes. Si toutefois ça reste en l'état, est-ce que vous avez un plan B? Et vous nous dites apparemment non. Pourquoi je dis non? Que la question va au-delà, c'est cela? Oui. La question du président, c'est pas une question de plan B. C'est trop simpliste de trouver la solution de ce problème politique-là. Voilà, en la désignation d'une autre candidature. Voilà. Très bien. Parce qu'on peut désigner un plan B. Mais le plan B, là, il peut subir le même sort que le président Laurent Gbagbo. Et je le dis toujours, Laurent Gbagbo, on a peur de l'affronter. On ne veut pas l'affronter. Et donc, on se sert. Qui aurait peur de Ceux qui ont intérêt à ne pas l'affronter. Ceux qui ont intérêt à ne pas l'affronter. Sinon, vraiment, il n'y a pas de raison, je le dis sur le plan juridique, d'exclure Laurent Gbagbo au regard d'une condamnation, j'ai dit, montée de toutes pièces. Voilà. Donc, pour nous, il s'agit de restaurer un citoyen qui plus est ancien président, qui plus vient d'un procès qu'il a brillamment remporté à La Haye, c'est de le restaurer dans ses droits. Très bien. Dans ses droits. Voilà. Élisée, je commencerai avec vous pour la seconde partie sur ce point, allez-y, et ensuite on va faire un tour de table. D'accord, moi je voudrais revenir un peu sur l'actualité du PPACI. Il y a quelques semaines de cela, disons quelques mois, à Beaunois, le président de votre parti, le président Laurent Gbagbo, lançait un appel solennel qu'on appelle l'appel de Beaunois, pour lequel il avait dit qu'il ouvrait ses bras à ceux qui voudraient le rejoindre. Des mois plus tard aujourd'hui, est-ce que vous pouvez nous faire le bilan de cet appel-là? Combien de partis ont répondu? Et c'est quoi le contenu de cet appel? Parce que jusque-là, aux dernières informations à notre possession, les partis contactés n'avaient pas encore le contenu de cet appel de Beaunois. Mais le président a été très clair en lançant son appel. Il a invité tous ceux qui ont intérêt à un changement de gouvernance en Côte d'Ivoire de venir se fédérer, de venir se mettre ensemble pour que nous puissions mener ce combat. Voilà. Bon, au jour d'aujourd'hui, les discussions se poursuivent. Voilà, les discussions se poursuivent. À 6 mois des élections? Oui, on a encore du temps. Et avec la CAP Côte d'Ivoire en face? Voilà. Il y a une autre coalition de l'opposition qui s'est mise en face. Oui, en fait. oui, mais ce n'est pas un handicap. Très bien. Voilà, ce n'est pas un handicap. Les discussions à ce niveau se poursuivent toujours. Très bien. Et je crois que Barry, vous aurez le point. Justement, quels sont vos rapports avec les partis politiques qui ont fondé CAP 2025? Parce que ce sont aussi des partis d'opposition, oui, généralement. Ce sont des partis politiques de l'opposition. Et nous, quand tu es de l'opposition, je veux dire, naturellement, on n'a pas de problème avec toi. Voilà. Puisque je suppose qu'on a la même ambition, qui est de, comment on appelle ça, enlever le pouvoir qui est là. Voilà. Donc pour nous, c'est la dynamique, elle est commune. Et donc on n'a pas nous faire du mauvais sang parce qu'il y a une autre coalition de l'opposition qui est là. Voilà. ça gagnait les élections, pas enlever le pouvoir. Est-ce qu'il y a eu des discussions entre vous pour rapprocher les points de vue, pour peut-être, que sait-on jamais, avoir un groupe de l'opposition avec une candidature unique pour la présidentielle?
Je le dis, nous sommes dans une dynamique et les discussions ont lieu. Il n'y a pas de problème fondamental entre les responsables de l'opposition. Voilà, en ce qui nous concerne. Oui. Aucun problème. Pascal et ensuite Marius. Je vous remercie. Alors, c'est vrai que j'ai toujours du mal à équilibrer l'idée de respecter la décision d'un Conseil constitutionnel en 2010 et de dire que ce même Conseil constitutionnel en 2025 pourrait donner une décision qui pourrait également ne pas être respectée. Mais je suis sûre que vous allez nous expliquer ça. On n'en arrivera pas là. Et justement, on n'en arrive pas là. On a un scénario, c'est celui où le PPACI va aux élections présidentielles en 2025 au regard de la satisfaction de ses desiderata. Ces élections, vous les entrevoyez comment et sur quels vrais changements vous voulez actionner les leviers de développement de la Côte d'Ivoire? Nous voulons qu'il y ait des élections démocratiques, des élections justes, équitables, transparentes et qu'on permette à tous ceux qui veulent compétir de compétir. Quand je parle de tous ceux qui veulent compétir, je pense notamment au président Laurent Gbagbo. Voilà, qu'on lui permet de compétir. Et c'est ça qui est normal. C'est ça qui est le bon sens. Voilà. Et c'est ce qui peut, je dirais, renforcer la cohésion nationale. Donc, nous voulons cette élection où tout le monde est amené à compétir, pour que chaque opinion s'exprime, pour que chaque Ivoirien s'exprime. Il ne faut pas limiter le choix des Ivoiriens. Il ne faut pas frustrer, brimer des Ivoiriens au profit de je ne sais quel autre droit qui a été violé. Oui, ma question, voilà. Ma question, un deuxième volet, c'est comment il présente un programme et comment il contre la machine électorale du RHDP puis, en face. Oui, mais nous sommes des enfants des élections. Voilà. Et donc, nous avons un programme de gouvernement. Qui est basé sur quoi? Nous avons un projet de société. Voilà. Non, je ne suis pas ce soir là. Quelques axes, juste savoir quelques axes de votre projet. Oui, non. Nous avons un programme de gouvernement. Très bien. Voilà. Nous avons un programme de gouvernement et souffrez que je n'en parle pas ici. Voilà. C'est parfait. Qui est sous-tendu par un projet de société qui est très clair. Mais ce que nous voulons pour la Côte d'Ivoire, nous voulons une société de liberté. Voilà. Une société de liberté où les individus sont libres de s'exprimer. Voilà. Très bien. Marius, question? Deux questions. Alors, la première, c'est en marge, donc, c'est celle-là, bien sûr, en marge du Forum de réconciliation nationale en 2001. M. Laurent Gbagbo, votre mentor, votre président, annonçait qu'à 75 ans, on ne devrait plus être président de la République. Aujourd'hui, quel âge a-t-il et pourquoi pensez-vous qu'il devrait être président de la République? Deuxième question, vous savez que la CEI a ouvert donc les contentieux. Et bien évidemment, par la voix de Maître Abiba, votre avocate, l'avocate du parti, eh bien, un certain nombre de dysfonctionnements constatés par votre parti sur la liste électorale ont été relevés. Avez-vous bel et bien saisi les structures locales de la CEI au fin, naturellement, de recourir donc à la correction donc, de tous ces dysfonctionnements que vous avez énumérés, ou c'était simplement des sons de cloche, des éclats de voix, juste pour l'opinion publique, mais dans les faits, vous n'êtes pas encore sur le terrain pour naturellement faire retirer à la CEI tous les dysfonctionnements constatés. Voilà les deux questions. Il va répondre aux questions. Voilà, merci. Mais moi, je ne sais pas pourquoi vous faites toujours allusion à l'âge du président Laurent Gbagbo. Je ne sais pas pourquoi. Non, c'est dire. Voilà. Il dit 75 ans. Tel qu'il rappelle les faits. Il dit qu'à 75 ans, on ne doit plus être président. Voilà. C'est lui qui le dit. Voilà. Il a dit ça tantôt. On a même légiféré là-dessus. Au niveau du PPACI. Non. Au niveau Côte d'Ivoire, tout à fait. Oui, au niveau de la République. Oui, voilà. Voilà. Mais quand même, on l'a pris ici, puis on l'a envoyé en prison. Il est sorti de la prison à quel âge? À 76 ans. C'est exact. En 2021, Laurent Gbagbo avait 76 ans. Il partait d'ici, il avait 65 ans. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Quand il était en prison, on n'a pas mis en cause son âge. Et c'est à son insu que la barrière de l'âge a été levée. Parce que, justement, on se disait que Gbagbo était parti pour ne plus revenir. Et que pour lui, la politique était terminée. Et donc, on pouvait, à loisir, là, s'offrir une présidence à vie. Et donc, on lève l'obstacle de l'âge. Parce que, vous savez, pour apporter aussi des changements, il faut légiférer.
Est-ce qu'entre-temps, il y a pas eu de référendum? Dès l'instant où le président Laurent Gbagbo revient, et qu'il trouve que malgré, enfin, à 75 ans révolus, aucun obstacle de droit ne se pose à lui, mais pourquoi voulez-vous pas qu'il compétisse? Surtout que, je dirais, il a été stoppé dans son élan, dans sa mandature. Il a été stoppé arbitrairement, à la suite d'une insurrection armée qui a abouti à un coup d'État en 2011. Il revient. Le coup d'État, on va préciser. Monsieur Nampikes, excusez-moi, vous avez parlé d'un coup d'État, lequel? Oui, le coup d'État. Ce que les gens ont fait pour enlever Gbagbo, là. On a vu une élection. Non, parce que le Conseil constitutionnel a déclaré Laurent Gbagbo vainqueur des élections. Vous savez que le Conseil constitutionnel, quand il dit, il a dit, il ne se dédie pas. Très bien. Alors, donc pour les Ivoiriens, là, c'est Laurent Gbagbo qui a gagné les élections. Vous estimez et quand que on vient coup d'État, à la suite, avec une armée coalisée l'enlever, c'est par coup d'État. C'est votre point de vue. On va écouter les autres. Commençons par Barry. Non, la deuxième question. Oui, permettez qu'on tourne dessus avant la deuxième question. D'accord. Mais je vais terminer rapidement. Donc, la question, ce n'est pas l'âge. Voilà, parce que c'est la Côte d'Ivoire même qui donne l'opportunité à Laurent Gbagbo d'être encore sur l'échiquier politique. Toutes les barrières qu'on dresse devant lui ne fait que lui conférer de la longévité politique. Mais sa parole n'est-elle pas plus importante que les évolutions de la loi? Madame, la parole, là, elle est... C'est pour... Non, il ne s'agit pas de la parole. Il ne s'agit pas de ça. Voilà. Ce qu'il convient de dire aujourd'hui, est-ce que, je dirais, au regard de la loi ivoirienne, le président Laurent Gbagbo est en droit de se présenter? Très bien. Barry, s'il vous plaît, messieurs. S'il vous plaît, messieurs. Il va y répondre, mais allons-y dans l'ordre, s'il vous plaît. Il termine et puis Barry a la parole. Donc, le gouvernement ivoirien a favorisé que le président Laurent Gbagbo fasse acte de candidature. Ben, il se présente. On a bien voilà. Et donc, à la population ivoirienne de juger le président Laurent Gbagbo. Si la population estime que Gbagbo est bon pour la retraite, la population va le dire. Mais il ne revient pas à des personnes de décider du sort politique de Laurent Gbagbo, de la suite à donner à sa carrière politique. Très bien, Barry. Et donc, pour nous, il termine et vous avez la parole. Pour nous, Laurent Gbagbo a le droit de faire acte de candidature. Ça, on a bien entendu. Il n'est pas le président le plus âgé. Il n'est ni le candidat, ni le président le plus âgé en exercice dans le monde entier. Ça, et les exemples on vous a bien compris. Voilà. Sur la question de la saisine de la CEI, relativement au dysfonctionnement constaté. Oui, mais nous sommes exprimés sur la liste électorale. Oui. Et vous avez vu que c'est un scandale, la liste électorale. Voilà. Nous, notre structure qui est en charge de la lutte contre la fraude, voilà, a dénombré des irrégularités énormes. Avez-vous saisi les instances? Oui, nous sommes dans le contentieux. Nous sommes dans le contentieux. Voilà. Et nous avons saisi la CEI à l'effet d'extirper toutes ces anomalies de la liste électorale. Très bien. Voilà. Permettons à Barry de prendre la parole, ensuite on va tourner. Monsieur Picasse, permettez que je revienne sur un de vos propos tout à l'heure sur le coup d'État dont aurait été victime le président Gbagbo. Je crois qu'en mars 2011, le président Gbagbo, même à l'époque, avait souhaité une médiation de l'Union africaine, si ma mémoire est bonne. Et il y avait un certain nombre de chefs d'État. Le panel des chefs d'État, dont le président Zuma, qui était d'ailleurs un de ses plus proches soutiens. Le panel des chefs d'État s'est prononcé, je crois, dans le courant du mois de mars 2011. Et je pense que le panel avait certifié que M. Alassane Ouattara était le vainqueur des élections. Quel est votre propos à propos du travail du panel qui avait été souhaité par votre candidat? Et avec le recul, pour vous, est-ce qu'il n'aurait pas été préférable pour le président Gbagbo de s'aligner sur la décision du panel et de l'ONU pour éviter justement les violences qui s'en sont suivies après? Merci beaucoup. En ce qui concerne cette préoccupation, vous savez, il y a trop de choses qui se sont dites là-dessus. Voilà. Il y a ce que les chefs d'État ils disent devant la caméra, et il y a ce qu'ils disent, voilà, et ce qui est leur opinion réelle. Quand ils viennent sur le terrain, et ils se rendent compte de la réalité. Voilà. Raila Odinga, quand il est venu ici, devant le président Laurent Gbagbo, il dit s'il y a une élection, c'est Gbagbo Laurent qui l'a gagné. Et devant la caméra, qu'est-ce qu'il a eu à dire? Devant la caméra, qu'est-ce qu'il a dit? Avant de prendre son avion
il dit, bon, parce que c'est lui qui conduisait la mission, avant de prendre l'avion, il dit que, bon, Gbagbo a perdu les élections. Ça s'est passé à huis clos, c'est ça? Ce qu'il a dit voilà, le ça c'est voilà. À huis clos. Vous comprenez. Et ça s'est fait la même chose aussi au niveau du président Zuma. Très bien. Vous comprenez. Donc voilà. qu'est-ce qu'on retient? Ce qui est officiel ou ce qui est officieux? Oui, c'est-à-dire, vous voyez, c'est le système qui nous dirige, le système qui dirige le monde entier. Alors pourquoi faire recours à ces chefs d'État si vous n'alliez pas adouber leurs résultats, puisque c'est vous qui les sollicitiez? Oui, mais quand on les... vous voyez, ce sont les institutions qui dirigent le monde. Et quand il constitue des voies de recours, quand il y a... Mais quand vous venez, il faut travailler en toute objectivité. Voilà, vous ne pouvez pas voir la vérité et puis dire autre chose que la vérité. Voilà. Vous voyez, dans cette période-là, il y a eu des processus électoraux, voilà, dans le temps voisin de la Côte d'Ivoire, mais qui ont été biaisés. Il y a eu l'élection en Haïti, voilà, où la communauté internationale a déclaré un candidat vainqueur. Il y a eu la contestation et on a fait un recomptage des voix. Quand on a fait un recomptage des voix, on s'est rendu compte qu'ils se sont trompés. Très bien. Quand ils décident de travailler en toute honnêteté, quand ils décident de se soumettre à la vérité, il n'y a pas de problème. Mais les problèmes surviennent quand on est au service, je dirais, d'une cause, d'une mission. Et donc, au vu eux aussi de tout le monde, on biaise la vérité. Ça entraîne des problèmes. Il nous reste 2 minutes. Il nous reste 2 minutes malheureusement. Et c'était ça un peu ma crainte, que tout le monde puisse avoir le temps de pouvoir s'exprimer. On va tourner rapidement et on va essayer de faire très vite. 2 minutes entre Élisée et Marius. Allez-y, Élisée, rapidement, Ok, moi, pour qu'il ait le temps de faire son mot de fin. La première question, que pensez-vous des propos de Yao Pondré, que vous citez, qui était le président du Conseil constitutionnel, qui donc a donné un arrêt, quand quelques mois plus tard, il vient dire qu'on a été possédé par le diable? Quel commentaire faites-vous quand il investit le président Ouattara? Ça, c'est la première question. La deuxième, que pensez-vous ou que répondez-vous à ceux qui pensent que vous avez un problème personnel avec M. Charles Blé Goudé? Surtout quand on écoute les discours que vous avez eus à son encontre. Bon, merci. La première question est plus intéressante. Pourquoi vous la jugez? Pourquoi vous jugez ainsi que la seconde? C'est votre point de vue, on le respecte. C'est le nom de ce que les gens pensent. Donc allez-y à la première question. Il a raison d'avoir un point de vue. C'est mon point de vue. Tout à fait, voilà. on le respecte. On le respecte. Allez-y. Oui, mais effectivement, Yaoundé, il sait pourquoi il le dit. Hein. Voilà, il sait pourquoi il le dit. Parce qu'effectivement, il s'est rendu compte lui-même qu'il était obligé de marcher sur le droit. Parce qu'en tant que président du Conseil constitutionnel, il avait déjà rendu un arrêt et il ne pouvait plus se dédier. Voilà. Malheureusement, on l'a amené à statuer à nouveau sur la question. On était déjà en dehors du droit. Donc effectivement, il était possédé. Voilà. Non, voilà. c'est trop. C'est pas moi qui le dis, c'est lui qui le dit. Oui, d'accord, mais même quand on reprend les propos, il faut faire tout. Voilà, donc ça, C'est vrai qu'on n'a pas l'impression que chaque fois que ça ne va pas dans votre sens, l'institution marche. Quand ça va dans votre sens, l'institution marche bien, et quand c'est dans l'autre sens... On va le permettre de répondre. Marie a terminé. Non, allez-y. Et donc, la deuxième. Mais c'est des gens qui voient des problèmes partout. Qui voit? Qui sont ces gens-là? Voilà, je veux dire... Vous ne parlez pas pour vous, hein? Oui, c'est-à-dire que je n'ai aucun problème avec Charles Blé Goudé. Aucun. La dernière fois vous vous êtes parlé, c'était quand? Messieurs, on va partir avec Marius, s'il vous plaît. Il n'y a pas longtemps. Alors, il n'y a pas longtemps, quand on s'est parlé. Très bien. Barry, non, Marius. juste après mon procès, on s'est vu, on s'est parlé. D'accord. Très voilà. bien. Donc, il n'y a pas de problème. Oui. Seulement qu'on est des acteurs politiques. Il est dans une chapelle, je suis dans mon parti politique, et souvent il peut y avoir des frictions, c'est tout. Mais ça n'abolit pas nos rapports de fraternité, nos rapports amicaux. Très bien. Voilà. Marius, on termine avec vous. Oui, monsieur le vice-président, à ce jour, de revenu 10 ans après d'exil, puisque nous savions que vous étiez en exil au Ghana, tout près de nous, qu'en est-il exactement de l'image et sinon de la vision que vous avez de la Côte d'Ivoire nouvelle, sous le président d'Alassane Ouattara? Sous la présidence d'Alassane Ouattara. Quel regard portez-vous sur la gestion de ce monsieur, du pouvoir d'État? D'accord, merci. Il nous reste malheureusement quelques minutes, enfin même pas 1000 minutes, quelques secondes, il est déjà 43. Quelques secondes. Bon, ouais. Nous, le week-end prochain, nous aurons la fête de la Renaissance. Voilà, la fête de la Renaissance, qui est une fête statutaire de notre parti. Et tous les militants du PPACI vont se retrouver à Dabou pour célébrer cette fête-là.
mais en même temps, c'est pour nous une manière de marquer notre soutien indéfectible au président Laurent Gbagbo, notre soutien à sa candidature, et donc inviter aussi l'opinion publique, notamment les pouvoirs publics, à prendre en compte la situation du président Laurent Gbagbo. Parce que nous estimons qu'aujourd'hui, sa situation a dépassé le cadre du droit. Il s'agit d'une question politique. Et donc, la personne qui peut régler cette question-là aujourd'hui en Côte d'Ivoire, c'est le président de la République. Voilà. Donc, nous sommes revenus d'exil. Nous espérons que le président Alassane Ouattara va user des pouvoirs qui lui sont dévolus, que lui confère la Constitution, pour régler cette question-là, à l'effet de permettre à cette élection-là d'être inclusive, d'être transparente, d'être démocratique, non, et que tous les Ivoiriens... publique. Oui, c'est de ça que je parle. Voilà. Tout ça, c'est la gestion publique. Absolument. La candidature de Laurent Gbagbo. Voilà, donc j'ai répondu à votre question. Voilà. Très bien. Alors, Monsieur Damena Picas, merci d'être venu. Je rappelle que vous êtes le deuxième président du Conseil stratégique et politique du PPACI. Merci. Ce soir, vous avez les Ivoiriens en face de vous. Est-ce que vous leur promettez, à votre niveau, en tout cas au niveau du PPACI, une élection apaisée, où vous leur dites, écoutez, on risque d'aller à ce qui s'est passé en 2010, regarder la caméra et parler devant le peuple de Côte d'Ivoire? Merci. Nous pensons que la sagesse va finir par nous habiter tous, acteurs politiques. Voilà. Nous ne désespérons pas que la situation du président Laurent Gbagbo sera réglée. Parce que c'est une incongruité judiciaire et elle porte atteinte, je veux dire, à l'image des marques de la Côte d'Ivoire. Donc aux populations. Aujourd'hui, les populations, au-delà même de la Côte d'Ivoire, s'interrogent comment une personnalité comme Laurent Gbagbo peut être exclue au regard de tout ce qui s'est passé autour de sa vie, de la compétition électorale en 2025. Gbagbo Laurent est un enfant des élections. Voilà. Et je veux dire que la meilleure façon d'avoir la paix et la cohésion, ce sont les élections. Ce sont les élections transparentes, des élections justes, des élections équitables, des élections inclusives. Donc nous croyons et nous appelons vraiment tous les acteurs, notamment son Excellence le Président de la République, voilà, à user de toutes ces prérogatives pour que la sérénité puisse nous habiter, la sérénité puisse revenir et que pour une fois, nous ayons des élections justes où le vaincu, au soir du scrutin, va appeler le vainqueur pour lui dire félicitations et qu'il y ait une passation des charges historique entre un président sortant et un président entrant. Merci. Voilà. Nous avons ce rêve pour la Côte d'Ivoire et nous espérons que les tenants actuels du pouvoir vont nous donner cette opportunité d'en jouir. Merci infiniment, Monsieur Damena Adia Médard, dit Damena Picas. Vous êtes le deuxième vice-président du Conseil stratégique et politique du PPACI. On a eu beaucoup de plaisir à échanger avec vous. Et n'hésitez pas, à chaque fois qu'il y a donc une actualité chaude ou importante au PPACI, de venir en parler sur ce plateau. Le plateau est ouvert en tout cas pour vous. Merci d'être venu. Merci d'avoir regardé la vidéo du début jusqu'à la fin. N'hésitez surtout pas de vous abonner, liker, partager surtout vos avis dans les commentaires. Que pensez-vous de tout ce que vous avez regardé et écouté dans cette vidéo? On va commencer par la première vidéo. Vous savez, c'est juste le fait d'être mécontent, le fait de revendiquer les droits, le fait de demander qu'on vous paie les primes peut entraîner ce qu'on a vu dans cette vidéo. Ça veut dire les élections présidentielles de 2025, on doit vraiment se préparer. On doit vraiment se préparer. On vit dans un pays qui est tellement développé, la démocratie, la liberté d'expression, mais il y a des choses qui se passent en clando. Il y a des choses qui se passent en clando. J'ai vu la vidéo de cette fille aujourd'hui. J'ai vu la réaction de la maman de Ghislain. J'ai vu les réactions des parents de Ghislain. Il y avait une tante qui était totalement bouleversée. Elle pleurait. Elles ont dit que quoi? Elles cherchaient même à savoir où Ghislain est actuellement gardé, mais il n'est pas encore déclaré. Juste parce que quoi? Ils ont demandé leurs droits. Ça rend très grave. Hein? Et si nous prenons ce qui s'est passé là, et on compare ça avec ce que Bob le mannequin a annoncé la fois dernière, on se demande on vit dans quel pays. Et les élections là, qui arrivent là, en octobre, 25 octobre là, dès qu'on va proclamer le résultat des élections, j'imagine comment serait le pays après la proclamation.
J'imagine si les gens vont dire non, on va dire, il y en a des manifestations. Les gens vont dire non, on va dire si on va faire, si on va dire. Vous imaginez un peu ce qui s'est passé. Ce qui peut se passer. Avec juste la grève des enseignants, quelques têtes des enseignants qui ont manifesté, c'est qu'on a vu les vidéos où ils revendiquaient juste leur prime. Et regardez le prix à payer pour ça. Mais ce qui est sûr, j'ai vu des dames aussi qui, vous savez, il y a beaucoup de choses qui se passent. Il y a tellement de choses qui se passent qu'on ne peut même pas raconter ici. Mais c'est juste que quoi, c'est juste pour rappeler que quoi, si juste la grève peut entraîner ce qu'on a vu dans cette vidéo, sachez que le mois d'octobre sera peut-être très difficile pour les Ivoiriens. Et on ne veut même pas que ce qui s'est passé en 2010 se répète encore dans le pays. On ne veut même pas encore que, on ne veut plus ça quoi. Et si on ne veut pas ça, il faudrait que les élections là soient transparentes et que on ait quoi, l'égalité, la transparence, accepter tous les candidats et autoriser quoi, vous savez, la candidature des opposants redoutables et favoriser aussi les Ivoiriens qui ont l'âge de voter et malheureusement, on n'aura pas quoi, la révision de la liste électorale et ils ne peuvent pas voter. Au moins, si toutes ces conditions sont bien arrangées, là, il n'y en aura pas du bruit après les élections. Mais si ce n'est pas fait, certainement les gens vont crier et vont encore tabasser des gens, ils vont encore détruire des vies des gens, vous savez. Les gars, on ne va même pas traduire trop. Je m'appelle Mr. Arao. Une fois encore, merci d'avoir regardé la vidéo du début jusqu'à la fin. Et on se capte à la prochaine. Bye bye.